Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est un petit coin de Brabant wallon que nous allons sillonner. Tubize sera notre point de départ, le canal Bruxelles-Charleroi notre fil conducteur. En chemin nous allons mêler industrie, culture et histoire d'eau. En selle donc pour ce nouveau numéro des Chemins du Ravel. Le creusement d'une voie navigable et l'établissement du chemin de fer ont changé Tubize au XIXe siècle. En l'espace de quelques années à peine, le village a vu son visage rural se transformer en une incontournable figure industrielle. De nos jours encore, les bords du canal témoignent d'une certaine activité et se mêlent à la flore sauvage qui a envahi les berges. À hauteur de Clabec, l'histoire de la sidérurgie vous sautera à la gorge avec une vue poignante sur les forges qui reflètent leur impressionnant profil dans les eaux du canal. Née d'un moulin à battre le fer installé en 1781 dans le moulin à farine du seigneur de Clabec, la modeste usine des origines deviendra l'entreprise la plus importante de la région au terme de la révolution industrielle. Le XXe siècle sera hélas synonyme de lente agonie. La glorieuse histoire des forges s'achèvera fin des années 90 et le site sera progressivement fermé et abandonné. L'espace d'un moment, vous délaisserez le canal Charleroi-Bruxelles, son atmosphère industrielle et quasi poétique, pour vous poser au large d'une autre étendue aquatique et vous bercer les tympans du clapotis mélodieux et sauvage d'une cascade naturelle. Paul Seret, bonjour, vous êtes l'heureux président de l'association du Royal Pêcheurs Réunis de Tubize, c'est bien long comme nom. C'est bien. Nous sommes ici dans votre petit havre de paix aux étangs de Curc. Exactement, c'est même c'est un paradis. Vous voyez bien que c'est familial, il y a beaucoup de personnes plus âgées, de tout âge qui viennent passer une journée de pêche agréable et dans la tranquillité. Avant, c'était pas des étangs pourtant ici. C'était des marécages le premier et l'autre a été creusé. Donc en 62-63 et celui-ci en 21 a été nettoyé et a commencé à faire une pêcherie. Et en 27, ils ont fait la première section concours. Nous avons trois types de membres. Les effectifs qui habitent l'entité tubizienne, les pensionnés qui ont plus de 61 ans et eux ils ont une carte spéciale avec 36 pêches gratuites à l'année. Et alors les adhérents qui sont des communes comme Rebec, Ytre, Virginal et Halle. Nous avons une école de pêche qui a été créée en 2001 et agréée par la région wallonne en 2007. Ça veut dire qu'il y a des enfants, des personnes comme moi qui ne savent pas pêcher, qui peuvent venir ici? Non, ça c'est les enfants de 8 à 12 ans qui viennent, donc à Pâques. Donc ils ont une semaine de pêche, d'apprentissage, parce que le but c'est respecter le poisson, respecter la faune et la flore, et aussi l'environnement et le personnel. Qu'est-ce qu'on pêche ici? Tout. Il y a du gardon, de la tente, des visites, de brochets, carassins, carpes, tout. Sauf la truite. Tout près d'ici, il y a aussi une cascade, m'a-t-on dit. La deuxième cascade, la plus haute, non, naturelle. Donc c'est la cascade qui se trouve juste à la sortie des étangs. Et c'est le Curc qui l'alimente. C'est ça. C'est le Curc qui alimente. Malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau. Ça fait que, voilà. Paul, merci beaucoup. L'heure est à présent venue de passer à notre rubrique patrimoine. Elle est aujourd'hui consacrée aux ouvrages d'art. Sur une voie de chemin de fer, on rencontre bien souvent des ouvrages d'art. En ouvrage d'art, on parle de ponts, on parle de tunnels. Donc si on se place du côté de la voie, il y a des PI, passage inférieur, ou des PS, passage supérieur. Alors dans les tunnels, on rencontre bien souvent des niches. Les niches, elles servent simplement à protéger l'homme qui travaille dans le tunnel quand le train passe. Au niveau des ponts, on rencontre des ponts à une arche. Quand il y a plusieurs arches, on parle alors de viaduc. Le pont, il faut faire attention aussi à la rambarde. La rambarde, ce sont les garde-corps sous forme de croisillon. Au-dessus, c'est une main courante qui se termine bien souvent par une volute ou bien qui sont à la grecque.
Reprenant le fil de votre échappée le long du canal Charleroi à Bruxelles, vous ne cesserez de remonter le temps et le fil de son histoire. Philippe le Bon, Charles Quint et Napoléon ont tous imaginé de relier la capitale au Hainaut par la voie d'eau, afin notamment de l'approvisionner en houille pour le chauffage. Guillaume Ier d'Orange est le premier à concrétiser le projet, inauguré en 1832 et prévu pour des péniches de 70 tonnes. Fin du 19e siècle, le canal est élargi et approfondi pour des bateaux au plus lourd tonnage. Après la Seconde Guerre mondiale, un dernier grand remaniement est entrepris. Le tracé actuel répond désormais au gabarit européen de 1350 tonnes. Si le plan incliné de Ronquière demeure l'ouvrage de référence du canal Charleroi-Bruxelles, l'écluse d'Ytre n'en est pas moins impressionnante. Celle plus communément appelée l'écluse 5F est restée jusqu'en 2015 la plus haute de Belgique, effaçant un dénivelé de plus de 13 mètres. Livrée à la circulation des bateaux en 1967, l'écluse d'Ytre a demandé des travaux pharaoniques. Plusieurs collines ont en effet été enlevées pour sa construction et l'aménagement du canal. Ces biefs ont par ailleurs été élargis afin d'atténuer les variations et les ondes consécutives au sassement. Celui situé en amont fait depuis lors office de bien plaisante halte. Sylvain, Guillaume, bonjour, vous êtes journaliste à TVcom. Nous sommes ici au port de plaisance d'Ytre. C'est pas n'importe quel port de plaisance. Et non, c'est pas n'importe lequel parce que c'est le seul port de plaisance du Brabant wallon. On est ici sur le canal Bruxelles-Charleroi. En amont, c'est Ronquière. En aval, à une trentaine de kilomètres, c'est Bruxelles. On est vraiment le long du Ravel sur un lieu magnifique. Ça, c'est clair. Et c'est un port nautique qui est géré par un club local, mais qui ne fait pas que ça. Voilà, finalement. effectivement, le club local, c'est l'International Yachting Club Ytre qui fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Et c'est effectivement lui qui gère le port de plaisance. On fait un peu de tout ici. On fait aussi bien de la voile que du ski nautique. On fait aussi du canoë-kayak, c'est nouveau depuis cette année. On fait évidemment de la navigation de plaisance. Et il y a de temps en temps aussi des compétitions. Donc il y a quand même un petit peu de dynamisme dans ce club qui compte plus ou moins 230 membres. Et on pourrait imaginer que dans les années futures, ça devienne le pôle touristique de la commune. C'est vrai, c'est en tout cas... C'est dans les cartons. Hein. Voilà, c'est dans les cartons, c'est dans le souhait de la commune de Ytre aussi, parce qu'on est ici dans un lieu potentiel. Il y a évidemment une zone d'eau, mais il y a aussi la nature à côté. Il y a un peu tout ça, et c'est vrai que la commune voudrait en faire un lieu de randonnée, que ce soit randonnée à pied, que ce soit randonnée à vélo, on le voit, que ce soit randonnée à cheval, et évidemment randonnée sur l'eau. Ça, c'est le souhait de la commune, qui se dirigerait plutôt vers un tourisme doux, pas un tourisme de masse évidemment, mais c'est clair qu'avec ce qu'il y a comme nature autour, c'est tout à fait possible, bien sûr, bien sûr. Alors dans ce port de plaisance, il y a aussi une capitainerie, puis vous êtes attardé un petit peu sur les lieux, c'est l'objet du reportage qu'on va découvrir tout de suite. C'est sur l'eau que nous accompagnons Marc, le capitaine du port de plaisance d'Ytre, le seul du genre en Brabant wallon. Comme tout capitaine qui se respecte, Marc est chargé de faire respecter l'ordre sur terre, à quai et bien sûr sur l'eau. Ici, il surveille le bon déroulement d'une régate. Nous avons des courants qui sont différents. Nous sommes dans une petite cuvette ici et il y a des vents qui vont à gauche, il y a des vents qui vont à droite. Nord, sud, parfois l'est, on ne sait pas. C'est un vent tourbillonnant et parfois une bourrasque et le bateau, voilà, il peut se coucher. Et je vois une petite gamine qui est là et il faut être directement alerte pour justement ne pas... tout va bien, quoi. Le port de plaisance a été créé ici sur le canal Bruxelles-Charleroi en 2006 en vue de booster le tourisme fluvial. Il est géré aujourd'hui par l'International Yachting Club Ytre qui fêtera lui ses 50 ans en 2020 et qui a été fondé à l'époque dans un esprit d'ouverture. Ce qui est important, c'est que les fondateurs de ce club, les premiers fondateurs, ont fait tout ça pour faire la plaisance et le ski nautique à la portée de tous. Donc notre image, c'est vraiment de maintenir, et on y tient, les 9 administrateurs, c'est vraiment une priorité pour nous. Navigation de plaisance, ski nautique, ce sont ensuite la voile et dernièrement le canoë-kayak qui ont fait leur apparition
Et ce n'est pas tout, car le Yachting Club compte bien continuer à s'agrandir. On voudrait bien justement faire des grands projets pour développer, comme dans les autres clubs qu'on a en Wallonie, et de devenir aussi beau et aussi agréable qu'eux. Surtout que nous sommes le premier port venant de Flandre vers la Wallonie. Donc voilà, nous sommes l'image de la Wallonie en premier que les gens peuvent voir. Et dans ces cartons, l'international Yachting Club Ytre a quelques projets, celui d'augmenter son nombre d'emplacements de 67 bateaux, actuellement à 120. Des négociations sont en cours avec le service public de Wallonie qui n'est pas contre cette extension. Il faudra par contre aller chercher des subsides et ça, c'est une autre histoire. Vous poursuivrez votre agréable balade le long de l'Onde, puis ne résisterez pas à la tentation d'un petit crochet à Ytre. Au cœur du village, vous profiterez des visites guidées pour pénétrer dans la propriété privée du parc et du château. Situé sur un promontoire, l'édifice a été construit en 1875 selon les plans d'Henri Maquet, l'architecte à qui on doit notamment la façade du Palais Royal de Bruxelles. Le parc qui entoure le château d'Ytre est quant à lui l'œuvre de l'architecte d'origine allemande Louis Fuchs, considéré comme le premier paysagiste du pays. Grâce à d'importants travaux de remblai, il a transformé l'ancien site très vallonné en pente douce et régulière, dessiné un étang et de vastes perspectives. Il a agrémenté l'ensemble de nombreuses plantations, mêlant arbres d'origine courante aux essences rares. Tilleuls, érables argentés, marronniers d'Inde, hêtres pourpres, platanes et autres catalpas se teintent ainsi au gré des saisons de mille et une fleurs et couleurs chatoyantes. À quelques coups de pédale de là, la chapelle jouxtant la maison de maître dite château Bautier s'est muée en un lieu d'exposition aussi surprenant qu'inédit. Le musée Marthe Donas rend ainsi hommage à cette artiste d'origine anversoise d'avant-garde, qualifiée de première femme abstraite belge dans le monde de la peinture. Fort d'une collection de près de 400 œuvres, le musée change régulièrement ses simèses, histoire de présenter en alternance aux visiteurs dessins et peintures, retraçant les différents styles et périodes de cet artiste à l'étonnante destinée. De retour sur le canal Charleroi-Bruxelles, vous continuerez à musarder avec gaieté sur le halage. Les peupliers se miroiteront sur les flots, les hérons, oies et canards vous tiendront compagnie. Vous leur ferez une dernière infidélité en franchissant le couloir d'eau pour entrer dans le hameau de Fauquet. Son histoire, son essor et sa renommée sont intimement liés à celle d'un homme, Arthur Brancard. Début du XXe siècle, il a dirigé la verrerie de Fauquet, l'une des plus importantes industries verrières du pays. L'homme s'est par ailleurs fait précurseur en matière de protection sociale et a instauré une véritable société vivant en parfaite autarcie. Avec les anciens quartiers d'habitation, la chapelle dédiée à Sainte Ludegarde est sans conteste l'ultime trace conséquente de ce glorieux passé. Érigée en 1929, à l'apogée de la verrerie de Fauquet, elle doit sa seule survie à un passionné du patrimoine qui, depuis 3 décennies, sauve l'édifice de la ruine. Il fait aussi honneur à la géniale invention de Brancard, la marbrite, une sorte de verre opacifié au maximum, ressemblant au marbre et qui, décliné en de nombreuses couleurs, était utilisé dans le style art déco. Désacralisée, la chapelle de verre est devenue un lieu culturel et un gîte, un témoin aussi d'un bien précieux patrimoine qu'on aurait tort d'oublier.